Bonjour et bienvenue au podcast de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau, la table de développement social du quartier Plateau-Mont-Royal. Mon nom est Guillaume Grenon et j'animerai pour vous les épisodes de ce nouveau projet de podcast de quartier. Dans cet épisode, nous allons parler de lutte à la pauvreté et des nouvelles tendances en termes de sécurité sociale au Québec. Pour aborder ces deux sujets, nous recevons aujourd'hui quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans les dernières années, M. Maxime Boucher, coordonnateur et chercheur pour le groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. Salut Maxime, merci d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast du Grand Plateau. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je pars en vacances tout de suite après cette entrevue. Fait que je vais bien, puis je suis bien content que tu m'aies invité à participer à ce fabuleux podcast naissant. Maxime, les sujets de la lutte à la pauvreté et des nouvelles tendances en termes de sécurité sociale, c'est des sujets qui peuvent ratisser très large. Aujourd'hui, on va se concentrer sur certains éléments plus précis. D'abord, la place qu'occupe l'aide sociale dans la constellation de la protection sociale. Ensuite, le durcissement des catégories à l'aide sociale. Ensuite, le creux historique du nombre de prestataires à l'aide sociale. Et finalement, celui de l'élimination de la pauvreté. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement qu'est-ce que c'est que le groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec? Certainement, bien, comme son nom le dit, on fait de la recherche et de la formation, donc on produit des connaissances puis on les diffuse concernant la pauvreté, ses solutions, ses causes et ses conséquences. Donc, puis on est très près du Front commun des personnes à cité sociale. On est partenaire allié sur plusieurs dossiers, puis c'est aussi le Front commun qui a fondé le groupe de recherche. Donc, on est très près des questions d'aide sociale et puis voilà. OK, donc groupe de recherche et de formation. J'en comprends que vous êtes en mesure de produire de la recherche sur des questions précises qui relèvent de la pauvreté. Vous êtes aussi en mesure d'offrir de la formation à des groupes, à des organismes. À qui en fait? Oui, bien, on a plusieurs formations qui s'adressent aux groupes communautaires. On a Mon droit à l'aide sociale. On a un film qui s'appelle Prochaine sortie barrée qui traite des barrières à l'aide sociale pour les personnes qui en sont. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, vous avez juste à nous contacter. Et puis, ça va nous faire un plaisir de se déplacer là, dans vos groupes pour donner des formations. Aussi, juste aller visiter le site. Puis, en termes de recherche, mais tout récemment, on a participé à une recherche avec un prof de la faculté dentaire de McGill sur... il y avait comme question de départ pourquoi les personnes à cité sociale manquaient plus de rendez-vous de dentistes ou de nettoyage dentaire que d'autres. Donc, ça a été une grosse recherche en croisement des savoirs à laquelle on a participé. On est aussi en chantier avec le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, à savoir, on traite là d'inégalités épistémiques et de recherche participative. Donc, pourquoi certains groupes sont exclus de la connaissance, pourquoi sont discrédités, ou pourquoi d'autres ont le privilège de la prestance et puis qui sont plus crus que d'autres. Donc, c'est toutes des questions qu'on explore, en plus de questions comme l'histoire de l'aide sociale en elle-même, la protection sociale et d'autres. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment une perspective à travers ce que j'entends qui s'inscrit à l'intersection de la mobilisation des savoirs et du transfert de connaissances à travers l'expertise que vous avez et à travers l'expertise aussi d'autres instances de recherche ou d'organismes de défense de droits avec lesquels vous collaborez. Maxime, on discutait il y a quelques mois, tous les deux, d'un phénomène assez particulier qui est celui des transformations de la protection sociale au Québec. Et
Bon, d'abord, c'est quoi la notion de protection sociale? C'est, pour le dire rapidement, là, c'est d'être protégé des risques, des aléas de la vie moderne. Tu sais, la protection sociale, c'est quelque chose qui est de tout même assez récent là, dans l'histoire de l'humanité. Là. C'est sans faire un petit cours d'histoire, mais ça vient beaucoup avec le début du 20e siècle, avec l'industrialisation, où là, de plus en plus, les individus deviennent dépendants du marché du travail. Au Québec, on a le modèle, et puis ailleurs dans le monde, là, mais de la petite famille autosuffisante sur sa ferme, et puis qui, à part les intempéries puis les aléas de la météo, pouvait se subvenir et n'était pas autant vulnérable devant les forces du marché. Là, avec l'industrialisation, ben, tout le monde en dépend, et puis les protections sociales arrivent pour justement protéger les individus qui deviennent alors des ouvriers, des salariés, des employés, des aléas de la vie. Donc, c'est la maladie, la famille, la mortalité, le chômage surtout. Puis, on sait que les grandes protections sociales comme l'assurance chômage est arrivée dans les grandes périodes de crise là, après le grand crash boursier de 1929. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis, on peut en distinguer plusieurs types. Là. Il y a les assurances, les protections sociales universelles. Fait qu'on connaît la Régie des rentes pour toute personne qui atteint 65 ans, 67 ans au Canada, donc va toucher un revenu en fonction seulement de son âge. Donc, c'est une protection universelle. Il y a les protections à régime contributoire. Donc, comme ça le dit, ben, il faut notre protection est fonction de notre contribution à la protection. Donc là, on parle du chômage ou du régime québécois d'assurance parentale. Donc, plus on a un gros salaire, plus quand plus on cotise, et puis quand on se retrouve dans la situation d'en bénéficier, bien, plus notre prestation est importante. Et puis, il y a les services publics universels aussi, c'est super important, comme l'éducation et la santé. L'éducation, c'est moins une protection sociale à proprement parler, mais il faut quand même en parler. Mais la santé, où là, quand on a un accident, maladie, peu importe, ben, on y a accès gratuitement, donc ça nous protège des risques de la maladie. Et puis, finalement, il y a l'aide sociale, qui est comme l'enfant pauvre ou le mouton noir des protections sociales, qui est une protection de dernier recours, comme c'est dit sur le site Internet du ministère, donc qui intervient quand toutes les autres protections sociales ne peuvent plus s'appliquer, mais là, il y en a quand même une qui existe, qui est l'aide sociale. Donc, les réalités de la vie et les réalités sociales à travers une époque donnée peuvent venir influencer des approches d'intervention ou non de l'État et des mesures déployées par l'État, comme par exemple l'arrivée de la société industrielle où l'on quitte un mode de vie particulièrement axé sur l'occupation et la gestion des terres et où les personnes et les familles étaient assez autonomes en elles-mêmes pour subvenir à leurs besoins, au profit d'une société organisée tout autrement et où les mécanismes de solidarité ne sont plus les mêmes et où le rapport à l'autonomie pour subvenir à ses besoins essentiels n'est plus le même non plus. Et comment ce changement social-là a obligé l'État à devoir jouer un rôle de protection sociale à partir d'une certaine époque. Et là, tu parlais de l'aide sociale dans une énumération de plusieurs programmes de protection sociale, et tu as dit que l'aide sociale était l'enfant pauvre de ces programmes-là. Quelle est la place de l'aide sociale dans ce que l'on pourrait appeler le champ de la protection sociale au Québec? Et pourquoi tu parles de l'aide sociale comme l'enfant pauvre de la protection sociale? Mm-hmm. Mais c'est que c'est une protection sociale qui devrait pas être là. C'est je le dis pas de mon point de vue, mais du point de vue de la logique même des protections sociales, c'en est une de dernier recours, donc comme si elle était réfléchie, conçue, comme si cette protection-là ne devait pas s'avérer. Puis juste dans le traitement des personnes en cité sociale, on le sent, on l'entend tous les jours, là, que c'est pas correct d'être sur l'aide sociale, ils devraient retourner au travail, ils devraient
faire de quoi de leur vie, qu'est-ce qu'ils font là, attendre leur chèque, bref, tous ces préjugés puis ces notions-là bien répandues qu'on n'entend pas pour d'autres protections sociales. On va pas dire d'une personne qui touche sa régie des rentes, ben voyons, à 67 ans, qu'est-ce qu'elle fait, elle n'a pas travaillé, non, on assume que la personne à 67 ans a travaillé ou a fait de quoi de toute sa vie, puis que là, rendue à cet âge-là, elle mérite ou elle a droit à son régime de protection. Pareil pour le régime québécois d'assurance parentale, on soutient les parents pour qu'ils puissent être avec leurs enfants en temps de... Donc, c'est des protections qui sont toutes considérées comme étant légitimes et qu'on accepte. Dans le cas de l'aide sociale, c'est que... c'est du dernier recours, puis tout vient faire en sorte que c'est conçu et vécu par les personnes comme une punition ou comme si elles ne devaient pas être là-dessus. Donc, il y a un paquet de contraintes que la plupart qu'on ignore qui existent à l'aide sociale. Donc, une personne sur l'aide sociale ne peut pas se faire donner de l'argent ou des dons en nature de ses proches au-delà de 100 $ par mois. Donc, si ton frigo pète, tu es sur l'aide sociale, bonne chance pour t'en trouver un à 100$ et moins pour que quelqu'un t'aide, parce que nécessairement, tu n'as pas le lousse, tu n'as pas le 100$ d'extra qui traîne pour pouvoir te l'offrir, donc te l'acheter. Donc, il y a ça, tu ne peux pas vivre en colocation, sinon tu vas être coupé de ton chèque. Tu ne peux pas sortir du Québec pendant plus de 7 jours consécutifs, sinon tu vois ton droit à l'aide sociale suspendu. Donc, il y a un paquet de petites contraintes comme ça qui viennent faire en sorte que tu es vraiment limité, contraint, puis que tu peux pas bien vivre ou être à l'aise dans ta situation jamais. Donc, quand on entend que le monde sur l'aide sociale vive bien, il ne faut pas connaître l'aide sociale pour être capable de dire ce genre de préjugés et d'affirmations-là, parce que c'est tout le contraire. C'est un régime super contraignant. Puis, dès qu'une personne veut améliorer sa qualité de vie, arriver à se faire aider par sa famille, va être coupé. Si tu arrives à placer un peu d'argent de côté, tu vas être aussi coupé de l'aide sociale. C'est assez impressionnant le nombre de contraintes. Ce sont toutes des contraintes comptables qui sont super exigeantes aussi à maîtriser, à connaître, à mettre en application. Donc, c'est super stressant pour bien du monde. Donc, c'est là que c'est très particulier la place de l'aide sociale. Donc, c'est pour ça que c'est du dernier recours. Et si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'à travers la liste des programmes, les différents programmes de protection sociale, l'aide sociale serait donc le plus contraignant de tous ces programmes? Tout à fait. Chaque programme s'accompagne de ses contraintes, là, surtout en ce qui concerne les revenus de travail permis, parce que la plupart des programmes, surtout ceux qui sont destinés à des gens qui sont dans leur période de vie active, là, donc de 18 à 65 ans, sont faites pour que quand la personne n'est pas au travail, qu'elle ait quelque chose. Donc, on peut penser au chômage ou à l'assurance parentale. Donc, les revenus de travail sont calculés. Par contre, à l'aide sociale, c'est tout ce qui entre en ligne de compte, ça va être aussi tes avoirs permis. Donc, tu ne peux pas t'enrichir ou acquérir des ressources quand tu es sur l'aide sociale. Ça, c'est pas calculé dans les autres régimes. Sur l'aide sociale, tu peux pas te faire aider par tes proches. Ça, dans les autres régimes, c'est pas calculé non plus. Il n'y a pas de limite là-dessus. Les autres régimes vont pas prendre en compte ta situation matrimoniale. Donc, dans le cas de l'assurance parentale, oui, parce que le congé est partagé entre les deux parents. Mais à part ça, ton revenu n'est pas impacté en fonction de ta situation maritale. Donc, l'aide sociale, c'est vraiment une aide qui est une protection sociale qui est super intrusive, qui demande un paquet de questions et puis qui s'accompagne de vraiment beaucoup de contraintes. Puis, tu sais, faut se rappeler aussi que ça s'adresse à du monde qui... Ça va pas bien dans leur vie là, quand tu te ramasses sur l'aide sociale. Fait en plus de devoir assumer le fardeau, de faire sa demande à l'aide sociale, de tomber sur l'aide sociale, puis il suffit d'en parler à du monde. Là, la première demande d'aide sociale, c'est souvent un événement hyper traumatique là, dans une vie, là, hyper désagréable. Il a fallu qu'ils se marchent dessus. Souvent, il y a du monde qui prennent le temps de s'appauvrir. Puis là, quand ils ont vraiment touché le fond, ils se disent « OK, j'ai plus le choix, il faut que j'y aille. » Donc, c'est pas de gaieté de cœur là, non plus que du monde font leur demande d'aide sociale. Là.
Oui, et je comprends aussi qu'une des raisons pourquoi il y a autant de contraintes dans ce programme-là, c'est tout le regard de monsieur, madame, tout le monde dans la population envers les personnes à l'aide sociale, qui est teinté de préjugés depuis plusieurs années et qui teinte aussi forcément le regard et l'approche de nos élus. Et bon, ça l'ouvre aussi la porte au prochain sujet que je voulais aborder, celui des catégories à l'aide sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes de la notion des catégories à l'aide sociale? Elles sont basées sur quoi? Ça vient de où? Et est-ce que ça pose problème d'avoir des catégories à l'aide sociale? Question, commençons, n'hésite pas à me relancer, là, mais commençons un petit cours d'aide sociale 101 en 2020. Il y a deux programmes à l'aide sociale. L'aide sociale, c'est régi par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc là-dedans, quand vous allez sur le site, vous voyez, il y a le programme d'aide sociale qui sont pour les personnes, puis là je reprends les mots du ministère, qui sont sans contrainte à l'emploi. Donc on peut dire aussi aptes au travail. Et puis tu as le programme de solidarité sociale qui lui est fait pour les personnes qui ont des contraintes à l'emploi. Donc on peut dire aussi inaptes au travail. Dans un cas, quand tu es apte au travail, tu as 690 par mois à peu près. Puis quand tu ta contrainte à l'emploi, quand tu es considéré inapte au travail, et bien là, tu te ramasses avec tu as à peu près 1100, 1200 par mois. Puis là, il y a un nouveau programme qui est rentré, qui est le revenu de base ou qui est une bonification, du moins, là, des prestations pour les personnes qui se fait 66 mois sur 72 qui ont une contrainte reconnue à l'emploi. Donc, disons qu'avec le 1200 par mois, ça fait un 24 000 par année. Tu atteins le 24 000 qui est considéré comme étant le minimum pour atteindre la mesure du panier de consommation. Donc, pour couvrir ses besoins de base. Mais encore là, il faut rappeler que ça s'adresse à des personnes qui souvent ont des besoins particuliers aussi parce qu'ils sont inaptes à l'emploi. Donc, ça va être des maladies importantes, des handicaps et autres. C'est surtout sur cette base-là que sont reconnues les contraintes à l'emploi. Donc, ils ont des besoins particuliers qui n'arrivent pas toujours à bien couvrir avec leur 24 000. Donc, un 24 000, c'est comme une personne seule, sans trop de problèmes ou de besoins spéciaux. Alors que quand tu es apte à l'emploi, tu as ton petit 600 cucs par mois. Là, tu es à la moitié, 55% de la couverture de tes besoins. Donc, juste, on pense, l'exemple qui est toujours donné, c'est à Montréal, un 3,5, 4,5, combien ça coûte? C'est pas mal 600-700 pièces. Donc, une fois que tu as payé ton loyer, c'est déjà fini. Oui, c'est ça. Tu es déjà dans le trou là, sur ton budget du mois. Là. Fait que, tu sais, bonne chance à tout le monde d'arriver. Puis là, tantôt, ce que je dis, puis il faut retenir, c'est que tu peux même pas te faire aider par tes proches. Là. Donc, tu sais, la seule manière de s'en sortir, c'est que là, il faut que tu trouves un logement social qui va te permettre qui te coûte seulement 25% de ton revenu, donc logement social subventionné. Mais encore là, tu vas pas finir par boucler la boucle, fait qu'il faut que tu cours les banques alimentaires et autres. Là. Fait que ça, c'est su, c'est dit, c'est documenté, analysé, recherché. Tant qu'on voudra, là, c'est pas nos chiffres, là, mais c'est comme ça que c'est dit. Puis, tu sais, c'est simple à comprendre et puis c'est impitoyable comme logique, mais c'est juste que pour les aptes à l'emploi, on se dit qu'ils sont aptes à l'emploi, donc ils pourraient aller travailler, ils touchent l'aide de dernier recours, ils ne sont pas supposés, fait qu'on va leur donner un minimum pour pas qu'ils en crèvent, pour qu'ils se maintiennent en vie, puis à eux autres de retourner travailler, parce que l'aide sociale, la grosse différence aussi que j'oubliais tantôt, c'est que tous les autres régimes de protection sociale sont dans l'idée que soit tu y contribues, comme les régimes contributoires, chômage et assurance parentale, ou les autres sont universels, mais sont toujours pensés en fonction d'une personne qui travaille. Dans le cas de l'aide sociale, surtout si la personne fait longtemps qu'elle n'est pas sur l'aide sociale, on se dit, elle ne travaille pas, elle ne contribue pas, qu'est-ce qu'elle mérite, qu'est-ce qu'elle fait pour notre société, qu'est-ce qu'elle fait pour nous. Fait qu'elle est comme hors du champ de la solidarité, puis hors de la norme centrale qui est de travailler puis de contribuer. Tu sais,
mentionnons que c'est une norme assez étroite là, comme forme de contribution ou de collaboration à la société, puis aussi une vision assez étroite de la solidarité, là, de juste je m'entraide entre pairs qui sont comme moi et qui contribuent comme moi, et c'est entre nous qu'on s'assure, là, versus, tu sais, moi j'étais dans les scouts, puis dans notre salut, il y a le pouce qui vient par-dessus le petit doigt qui veut dire que le plus gros, le plus fort protège ou accompagne les plus faibles, les plus petits. Donc, je le dis sans paternalisme ou fierté déplacée, là, mais juste de dire qu'il y en a qui ont d'autres besoins que nous puis qui n'ont pas les mêmes capacités de contribuer de quelque forme que ce soit. Donc, c'est ça. Ça, c'est une vision beaucoup plus généreuse et solidaire de la solidarité qui n'est pas juste basée sur son propre intérêt, mais bon, c'est comme ça. Puis notre solidarité, telle qu'elle se reflète dans nos politiques sociales, puis surtout l'aide sociale, c'est une vision bien étroite, là. Des liens intéressants. Lorsque tu dis que pour espérer pouvoir arriver à l'aide sociale, une personne doit espérer avoir la chance d'avoir un logement social. Et je me permets de faire un lien avec une chose qu'a dite Marjolaine Deneau du Réclalc, avec qui j'ai enregistré un épisode il y a quelques semaines. Et elle nous expliquait bien qu'une des raisons de la crise du logement, c'est notamment le manque de logement social. Tu as aussi parlé, parce qu'encore là, il y a un lien, de la mesure du panier de consommation. Et donc, des besoins de base d'une personne, et le logement est l'un des 9 besoins de base reconnus dans la mesure du panier de consommation. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi la mesure du panier de consommation? Oui, ben c'est des statisticiens au ministère qui ont établi quels sont les besoins de base. Donc, c'est se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer, communiquer, se soigner. Donc, vous voyez l'idée. Et puis, pour chaque lieu de résidence, donc on va parler de Montréal, là, on est là, mais ils vont calculer en moyenne combien ça coûte, puis c'est fait aussi en fonction de ton ménage. Donc, es-tu une personne seule, es-tu en couple avec 2 enfants? Donc, ils vont calculer combien ça coûte à peu près pour couvrir ces besoins-là en amalgamant, c'est ça, le prix moyen du loyer, le prix de l'alimentation, le prix des autres services. Puis là, ils calculent tout ça, puis ils en arrivent à, bam, voilà, selon la mesure du panier de consommation. Donc, c'est en fonction de ce que l'on consomme que c'est calculé. Puis là, fait bien intéressant, là, il y a l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, là, qui tout récemment sortait une note autour du revenu viable. Donc, eux, ils proposent une autre mesure, puis ils rajoutent des besoins dans la mesure du panier de consommation en disant il y a d'autres besoins très importants, comme celui d'avoir un peu d'épargne pour assurer ses vieux jours, se donner du lousse, le besoin d'avoir des vacances aussi, puis ils rentraient aussi, ils bonifiaient de manière importante les besoins en culture et en divertissement. Donc, c'est tout de même... quand on parle de la mesure du panier de consommation, je trouve que c'est bien arbitraire, puis c'est très réducteur de la vision d'un être humain de juste combler ses besoins de base vitaux et voilà, l'individu est satisfait, il vit bien. Donc c'est là que l'idée de l'IRIS d'un revenu viable, en intégrant d'autres besoins comme les vacances, avoir du lousse, un peu d'épargne, c'est assez prometteur et puis adéquat en fonction de la réalité de c'est quoi bien vivre au Québec de nos jours. Petit commentaire édito, là, mais c'est assez difficile là, quand on veut hiérarchiser les violences systémiques là, qui se reproduisent dans notre système, mais je trouve que celle-là, on en entend très peu parler dans l'espace public et pourtant ça concerne beaucoup de monde, là, tout même s'il y a de moins en moins de monde dans l'aide sociale, mais c'est dans les aptes au travail, là, on parle de 200-300 000 personnes actuellement qu'on les prive de la satisfaction de leurs besoins vitaux là, de manière consciente, systématique, froide, bureaucratique. Je trouve ça complètement ahurissant. Puis la violence que ces personnes-là ont en subir juste dans leur trip là, de ce qu'ils vont manger, mais en plus, ça s'accompagne de tout le fardeau, la honte, les préjugés, le mépris d'être sur l'aide sociale. Là. Donc ça, c'est une hyper grosse violence froide et dégueulasse là, qu'on reproduit
de jour en jour. Et puis c'est tout dessus, les chiffres, on le sait, ça, là, que ces personnes-là n'arrivent pas, tout simplement. Oui. Maxime, le groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec, ainsi que des regroupements nationaux de défense de droits, dénoncent depuis quelques années ce que l'on peut appeler le durcissement des catégories à l'aide sociale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Mm-hmm. Oui, dans la dernière grosse réforme là, qu'on a connue à l'aide sociale, qui a été faite par les libéraux de Couillard et avec le ministre François Blais, il y a eu deux nouveautés hyper importantes qui sont apparues. Il y a eu le programme Objectif Emploi, donc là on est en 2017-2018. Donc Objectif Emploi vient cerner les primo-demandeurs. Donc, primo-demandeur, un beau terme UP pour dire une personne qui fait sa demande pour la première fois, qui sont surtout des jeunes, mentionnons-le, le programme venait les obliger à suivre un suivi personnalisé de réintégration sociale et de réinsertion en emploi. Puis si la personne n'acceptait pas le suivi, était pénalisée, était coupée de son chèque. Donc là, une grande première qui a été dénoncée ardemment par les groupes sociaux, de dire que là, la logique punitive et puis contraignante de l'aide sociale devenait encore plus forte, puis que l'idée que c'est même plus une protection de base, là, que si tu n'acceptes pas les mesures qu'on te propose, on te coupe. Il y a eu ça, puis là, ici, on voyait que je vais poursuivre avec l'autre programme, ça s'est appelé Revenu de base. Là, maintenant, c'est comme le programme 66-72, j'en ai parlé tantôt. C'est pour les personnes qui se fait 66 mois sur les 72 derniers qui ont une contrainte sévère reconnue à l'emploi. Donc, pour ces personnes-là, ils ont leur revenu de solidarité sociale qui est bonifié pour atteindre la couverture absolue des besoins selon la mesure du panier de consommation. Donc, ici, on reconnaît, puis là, ce qu'on voit dans les catégories, puis dans la logique qui se met en place, c'est si tu es inapte au travail, puis que tu l'es vraiment parce que tu n'as pas été capable de travailler du tout dans les 6 dernières années, bien là, la société, on te reconnaît le droit, parce que tu ne peux pas travailler, de bien vivre et au moins de couvrir tes besoins de base. Mais si tu n'as pas cette contrainte-là de reconnu, attention, on t'attend dans le détour, puis on va tout faire pour te retourner en emploi au plus sacrant. Puis là, même que le ministère, il va être dans tes culottes, dans ta maison, dans ta tête pour connaître ton profil, t'es qui, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton potentiel d'emploi, ta capacité de te faire un CV. Bref, fait vraiment un suivi là, hyper personnalisé puis rapproché pour que tu retournes, tu as pogné un emploi. Puis en plus, ce qu'on observe aussi, c'est que de plus en plus, l'aide sociale, quand tu veux faire ta demande, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à un agent, de parler à quelqu'un. Les services sont de plus en plus informatisés. Puis on voit qu'avec, quand on regarde le programme Objectif Emploi, c'est vraiment un des choix politiques parce que c'est pas juste de la rationalisation, de couper dans le personnel et compagnie, parce que quand il est temps d'être dans les culottes d'une personne pour la retourner sur le marché du travail, ils sont capables de déployer des effectifs puis d'avoir des suivis personnalisés. Par contre, quand c'est le temps pour une personne de faire sa demande, là, on s'éloigne, on rajoute les contraintes, puis les étapes administratives, puis les systèmes téléphoniques et informatiques pour compliquer la procédure. Fait que, on voit vraiment, là, ici, c'est si tu peux travailler, fais-toi-en pas qu'on va te faire travailler. Si tu peux pas travailler, c'est correct. T'sais. Puis ça, écoutez les radios poubelles de Québec, là, puis c'est les lignes que vous allez entendre. Puis on pourrait marginaliser le truc en disant c'est les radios poubelles, mais c'est pas mal la logique de ces penseurs-là, ces cracheurs de venin, là, qu'on pourrait dire, qui se retrouvent aussi dans nos politiques sociales. Là. Dans ce que tu nous expliques, ce que j'entends, c'est qu'on pourrait débattre longtemps à savoir si l'employabilité est un problème ou non dans la lutte à la pauvreté, mais le fait d'axer uniquement la lutte à la pauvreté selon cette variable-là, ça vient évacuer toute prise en compte des réalités vécues au plan humain pour la personne. Ça vient influencer aussi les tendances des politiques, des règlements ou de l'administration du programme de l'aide sociale par l'appareil d'État. Et au bout du compte, ça rend de plus en plus difficile pour une personne d'avoir un suivi et une prise en compte personnalisée selon les réalités propres de sa situation.
Oui, puis je rajouterais que la contrainte à l'emploi est donnée par des médecins en fonction de diagnostics ou de critères. Puis il faut aussi qu'ils établissent leur diagnostic dans la durée. Alors que les médecins, c'est pas, ils vont émettre des pronostics, mais c'est souvent sur une base hypothétique. Donc c'est super arbitraire la manière dont sont conçues les catégories. Puis là, ben, la personne se fait juste prendre dans ces catégories et ces termes administratifs-là. Puis, donc, ça d'une part. Puis, les médecins eux-mêmes, dans certaines recherches là, de nos partenaires au CREMIS l'ont dit, qu'ils n'étaient pas formés puis pas toujours à l'aise pour reconnaître la contrainte à l'emploi. Puis, ils savent que ça les place dans des positions hyper embarrassantes puis difficiles. Puis, la ministre Courchaine, Michel Courchaine, quand elle était en 2007 ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, elle avait dit que moins de 10% des prestataires considérés aptes à l'emploi étaient en fait aptes à se trouver un emploi. Donc, ça ici, ça met vraiment en évidence. Puis, on a fait toute une démarche de demande d'accès à l'information pour avoir ces données-là. Finalement, on s'est fait dire que c'était des données spéciales protégées parce qu'elles n'étaient pas publiques. Elles avaient seulement été produites pour la ministre. Mais ce chiffre-là met vraiment en évidence que c'est arbitraire et puis que les critères à partir desquels sont reconnus l'aptitude ou l'inaptitude à l'emploi ne tiennent pas en compte la réalité concrète de la recherche d'emploi et du marché du travail et puis de la capacité d'une personne même à trouver et à garder un travail. Donc, ici, là, la personne se fait vraiment prendre dans un étau administratif bureaucratique. Donc, même si on peut dire on maintient le principe de catégorie parce que c'est juste, parce que ceux qui peuvent travailler doivent travailler, faisons juste réfléchir à comment est-ce qu'on établit cette distinction-là clairement pour priver personne qui ne serait pas capable de se trouver un emploi, d'un revenu adéquat, d'en bénéficier, bonne chance. Là. Fait que, tant qu'à multiplier les contrôles, les critères, les dédales, comme on dit, abolissons les catégories. On en vient à se poser la question et je me permets de faire un autre lien avec ce que disait Marjolaine Deneau alors qu'elle expliquait que la propriété de logement locatif était un droit, mais que ça devrait être considéré comme un privilège qui vient avec des responsabilités selon elle. Et par rapport à cette notion de droit versus de privilège, l'aide sociale, c'est un droit ou c'est un privilège? Moi et bien d'autres, on dirait que c'est un droit. Bien d'autres te diraient que c'est un privilège. Puis quand même, on entend des représentants du ministère, on pense plus qu'ils le considèrent comme un privilège. Puis nulle part sur les documents officiels ou même sur le site, on va dire que c'est un droit. Par contre, si on pense que la protection sociale est un droit, puis qu'il y a du monde qui se retrouve à pas être capable de travailler, avoir de la difficulté, pas avoir envie de travailler pour plusieurs raisons, mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Il me semble qu'il devrait y avoir un droit à une protection sociale de base qui couvre tout le monde, pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui se retrouve en bas de la barre de la pauvreté. Puis là, c'est là que l'aide sociale devrait être un droit, mais comment c'est conçu actuellement, nous, on martèle que c'est un droit, puisqu'on se dit que c'est le programme qui est le plus proche d'un revenu de base, d'une couverture minimale universelle, mais c'est tellement loin d'être traité comme un droit. Puis tantôt, quand je parlais de toutes les contraintes puis les violations de la vie privée qui accompagnent ce droit-là, on a bien de la misère à le considérer comme un droit, puis il n'est pas vécu non plus comme un droit par les personnes. Là, très peu de personnes sont capables de dire je suis sur l'aide sociale et j'en suis fier ou j'y ai droit. Alors que si on prend l'exemple des propriétaires de logements locatifs, ils vont dire qu'ils ont le droit de posséder ça puis qu'ils ont le droit de faire de l'argent et du profit sur le dos de leurs locataires parce qu'ils ont assumé le risque et puis ils vont le dire. Jamais ils vont soutenir le discours qu'ils sont des privilégiés qui devraient être conscients de leurs privilèges et des responsabilités qui accompagnent ces privilèges-là. On n'en est pas là. Juste la comparaison montre tout l'écart là, entre ces deux statuts-là.
Mhm. J'aimerais que l'on parle maintenant des politiques et des plans d'action de lutte à la pauvreté depuis le début des années 2000 au Québec. En 2017, le gouvernement du Québec lançait un troisième plan de lutte à la pauvreté depuis 2002. Euh, L'année dernière, dans le cadre de mes anciennes fonctions, j'ai été appelé à commenter là, par un journaliste de Radio-Canada sur le plus faible taux de personnes à l'aide sociale depuis la création du programme en 1969. Est-ce que tu peux nous parler un peu du paradoxe du faible taux des personnes à l'aide sociale et du nombre de personnes en situation de pauvreté pourtant de plus en plus élevé? Oui, ben ça, c'est une question qui nous est apparue au courant de la dernière année, puis que j'aspire à creuser davantage. Là. Fait que sûrement que si tu m'invitais l'année prochaine, j'aurais bien plus à t'en dire là-dessus, mais on trouve ça bien impressionnant parce que là, juste en février dernier, l'aide sociale a atteint son record minimum là, de 5,3% de taux d'assistance. Donc, c'est le nombre de personnes sur l'aide sociale sur le nombre de personnes qui sont actifs et puis qui sont dans la population active. Donc, c'est 5,3%, c'est le plus bas jamais atteint depuis la création même du programme. Et puis, alors que on pourrait se réjouir de ce chiffre-là, que la pauvreté doit être en recul, ça va bien. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que les banques alimentaires, quand on va consulter leur site, qui recense super bien tout le nombre de demandes et d'offres de services qu'ils font, ça connaît juste des hausses depuis des années. Juste en 2008, de 2008 à 2018, ils ont vu une hausse au Québec de 33,7% du nombre de demandes. Et puis, ça ne dérougit pas depuis. Donc, on se dit, ben là, si à une époque, on pouvait faire adéquation entre sont pauvres ceux et celles qui sont à l'aide sociale, maintenant, c'est clairement plus le cas parce qu'il y a probablement plus de pauvreté qu'il n'y en a jamais eu, mais il y a moins de monde sur l'aide sociale qu'il y en a. Et puis, dans les chiffres des banques alimentaires, ils vont recenser que maintenant, c'est autour de la moitié, un petit peu plus, du monde qui sont sur l'aide sociale qui vont bénéficier de dépannage alimentaire ou de repas. Alors, donc, ça laisse la place à toute une autre moitié qui n'est pas sur l'aide sociale, puis donc du monde qui travaille puis qui n'arrive pas à boucler les deux bouts là, parce que pour être allé dans des banques alimentaires, quelquefois, faut pas tant en avoir envie. Là. Souvent, c'est du dernier recours et puis on va te demander si tu es vraiment dans le besoin puis si tu prends pas le panier de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas, on va pas là pour le plaisir là, puis pour sauver sur son épicerie là, dans une banque alimentaire. Là. On y va parce qu'on en a besoin. Donc, c'est bien questionnant. Puis dans les hypothèses qu'on veut fouiller davantage, puis ça, c'est une hypothèse qui a été émise par la Ligue des droits et libertés, puis entre autres Lucie Lamarche, qui est une juriste et prof à l'UQAM. Elle associe le phénomène du creux historique à l'aide sociale à la fiscalisation du social, qu'elle appelle, qui est le recours croissant des crédits d'impôt pour transférer des ressources et puis agir comme protection sociale. Le plus généreux et un qui est très connu, c'est l'allocation canadienne pour enfants et qui est faite en fonction inversement proportionnelle aux revenus. Donc, contrairement, tantôt on parlait de régime contributif, là, donc le chômage, c'est plus tu cotises, plus tu tires un gros chômage. L'allocation canadienne pour enfants, mais c'est le contraire. Plus tu es dans le besoin, tu as un gros revenu, plus ton crédit va être important. Donc, il s'adresse aux familles pauvres et puis là, il y a vraiment un ciblage avec ce crédit-là d'intervenir et de transférer de l'argent aux familles pauvres surtout. Et puis, quand on regarde les chiffres, on retrouve moins de familles à l'aide sociale que c'était le cas auparavant. Donc, on pense souvent à l'aide sociale, la jeune mère ou la mère monoparentale, mais c'est plus le cas parce que avec des crédits d'impôt comme l'allocation canadienne pour enfants, elle ne se retrouve plus à l'aide sociale parce que ses revenus vont être suffisants. Mais inversement, les personnes qu'on retrouve sur l'aide sociale maintenant sont les hommes seuls de 40 ans, 45 ans, 40, 50 ans et plus.
Donc, qui, eux, sont des populations totalement délaissées par les différents crédits d'impôt, vraiment une population laissée à elle-même. Tout ça nous introduit déjà au prochain sujet que je voulais aborder, celui de la lutte à la pauvreté, voire de l'élimination de la pauvreté. Il y a quelques années, on entendait parler de la notion d'élimination de la pauvreté. Est-ce que les gouvernements qui se succèdent semblent réellement travailler pour l'élimination de la pauvreté selon toi? Et si oui, qu'est-ce qui explique qu'il y a des indicateurs au rouge comme l'augmentation nette du nombre de personnes qui doivent avoir recours à des banques alimentaires pour se nourrir, par exemple? Mm-hmm. Bien, une partie de la réponse vient dans ce que je disais. En fait, ma réponse c'est oui puis non. Ils visent à éliminer la pauvreté chez, je dirais, certaines catégories de la population, mais pas la pauvreté en elle-même comme phénomène de société générale. Donc, quand on prend, c'est ça, l'allocation canadienne pour enfants qui a vraiment permis à des familles d'améliorer leur situation puis à des familles de sortir de la pauvreté. Mais là, on voit qu'il y a une capacité du gouvernement puis une volonté d'aider les familles. Puis, tu sais, ça doit être pour briser le cycle de la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté puis permettre aux enfants qui ne méritent pas d'être pauvres d'avoir une chance de s'en sortir. Donc là, ils sont capables d'injecter des fonds puis d'éliminer la pauvreté chez les enfants. Puis on se rappelle, là, au début des années 2000, fin 90, là, c'était des gros scandales là, quand on découvrait la pauvreté chez les enfants. Puis là, ben, ça avait vraiment trouvé écho dans la population, là, comme quoi c'était épouvantable. Mais on a répondu à ce problème-là. Puis sans dire qu'il n'y a aucun enfant pauvre au Canada, mais c'est plus ce que c'était là, il y a une couple d'années. Par contre, éliminer la pauvreté globalement, à mon sens, ce serait très simple. C'est juste, tu donnes l'accès à ta population aux ressources pour couvrir leurs besoins. Puis leurs besoins et plus encore. Donc, ça passe par des transferts de revenus, donc bonification de l'aide sociale ou bien un revenu de base minimum. Donc, tout le monde aurait son 1 200 $ par mois, par exemple, qui recevrait par chèque ou par crédit d'impôt. Bref, il y a plusieurs formules. Ou ça peut être aussi par des services publics universels qu'on pourrait bonifier, par exemple. On pourrait se dire, les transports en commun, c'est des dépenses. Bon, ben, on veut développer, favoriser l'accès puis leur utilisation, on les rend gratuits. On veut stimuler notre autonomie alimentaire et puis les producteurs maraîchers au Québec. Bien, subventionnons ça et donnons accès à chaque foyer à son panier de légumes bio fait au Québec, par exemple. Fait que ça pourrait être vraiment massivement stimulé puis développé pour faire en sorte que dans quelques années, il n'y a personne qui se retrouve à devoir faire le choix entre est-ce que je mange ou je prends l'autobus ou je vais à mon rendez-vous ou... Ben non, parce que ces questions-là ne se posent pas, parce qu'ils ont accès à ces biens-là, ces services-là, soit parce qu'ils ont la capacité de se l'acheter ou soit parce que c'est des services publics universels. Ouais. Super intéressant. Avant de conclure l'épisode, de quelle manière les gens intéressés par les travaux et les activités du groupe de recherche et de formation au Québec peuvent-ils vous suivre? Est-ce qu'il y a des événements ou des activités à venir là, de la part du groupe de recherche dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Oui, ben l'année prochaine va être tranquille. On est tout de même une petite organisation. Je suis le seul employé et puis il se trouve que je pars en congé parental cet automne. Donc, ça va être un automne au ralenti. Par contre, à mon retour, à l'hiver prochain, en fait, il va y avoir quelques activités, mais la plus importante à surveiller, c'est qu'on a fait des capsules vidéo sur les problèmes vécus à l'aide sociale avec l'humoriste Fred Dubé. Fait que, des belles capsules. On était supposé de les sortir en mai dernier, mais avec la COVID, on a préféré les sortir l'année prochaine. Donc, ça va être surveillé. Là, on va faire un lancement dans des espaces publics à Montréal et à Québec dans la semaine de la dignité des personnalités sociales au début du mois de mai prochain. Puis ça va aussi tourner en ligne. Là. Ça va être disponible sur YouTube. Il y aura des compléments sur notre site. Donc, si ça vous intéresse, allez suivez ça. Puis, venez nous voir, là, ça, j'ai bien hâte. Puis sinon, ben, juste aller faire un tour sur notre site internet. Puis si jamais vous voulez qu'on vienne discuter dans votre organisme ou si vous voulez aussi organiser une soirée de discussion, réflexion, on peut faire ça aussi autour de tous les thèmes qu'on vient de jaser, puis surtout pauvreté, aide sociale, solutions, protection sociale, revenu de base ou revenu de citoyenneté, c'est tout
nos thèmes de prédilection au groupe de recherche. Super, je retiens donc votre projet de capsule vidéo sur l'aide sociale avec Fred Dubé que les gens vont pouvoir trouver sur votre site internet bientôt. Mais également le documentaire Prochaine sortie barrée, également disponible sur votre site internet que tu nous invitais à aller écouter. Je retiens que vous pouvez offrir de la formation à des organismes ou à des regroupements qui seraient intéressés. Ils peuvent vous contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Et finalement, ta proposition de te réinviter dans 1 an pour faire le suivi sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Maxime, je te remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation de participer à l'enregistrement de cet épisode du podcast du Grand Plateau. Ça a été un réel plaisir de te retrouver et de discuter de certains enjeux reliés à l'aide sociale le temps d'une entrevue. Plaisir partagé, Guillaume.